Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce quatrième webinaire du Parc des Alpilles. Aujourd'hui, on va parler de l'eau dans notre territoire sous ses différentes formes, l'eau de surface, l'eau souterraine, l'eau destinée à l'agriculture, l'eau destinée aux activités de loisirs et de tourisme. On aura Cédric du Panorama des Alpilles qui nous rejoindra vers 10h30 parce qu'il a mis en place aussi, lui, des actions dans son gîte concernant la préservation de la ressource et sa réutilisation. Juste un petit mot pour vous rappeler que les précédents webinaires sont toujours disponibles en replay sur une page dédiée sur le site du parc. Le premier qui était consacré aux habitats et espèces naturelles des Alpilles, le second à la forêt et à la défense de la forêt contre les incendies, le troisième à l'agriculture et au pastoralisme, et donc ce quatrième volet consacré à l'eau. Je remercie vivement Laurent Filipposi, mon collègue en charge de cette question de l'eau dans les Alpilles, enfin pas que de cette question de l'eau, mais entre autres, de se prêter à son tour au jeu du webinaire. Et je salue mes collègues qui sont présents également, qui ont déjà animé les webinaires. Et puis merci à toutes et tous d'être là en tant que soit agriculteur, soit hébergeur, soit représentant d'office de tourisme au bureau d'information touristique. Je vais laisser sans plus attendre la parole à Laurent et le laisser partager son écran. N'hésitez pas à poser vos questions soit au fil de l'eau, c'est le cas de le dire, soit dans le chat si vous le souhaitez, si c'est plus facile pour vous ou si vous avez des problèmes de micro. Et puis, on aura de toute façon un temps de questions-réponses à la fin du webinaire qui est prévu. Durée prévue maximum jusqu'à 11 heures. À 11 heures, on aura terminé. Donc voilà, ce temps court mais dense, vous allez voir, Laurent vous a préparé une présentation très complète. Merci encore, Laurent. Je te laisse la main. Et voilà, n'hésitez pas pour les questions. Je ferai le relais des questions dans le chat, hein, Laurent, comme tu les verras pas. Ça Je m'en marche. occupe. Merci. Allez, je prépare le partage. Hop, et c'est fait. Donc bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Laurent Filipposi. Je suis chargé de mission sur l'eau, sur l'air, l'énergie et les déchets au parc naturel régional des Alpilles. Et du coup, on va aujourd'hui parler donc de ce sujet qui est l'eau sur notre territoire. Donc je ne vous vois pas, j'ai ma présentation sous les yeux. Donc Basile me partagera les éléments si jamais vous avez des questionnements. Euh, Basile, je ne sais pas si on fait au fur et à mesure, je me souviens plus ce qu'on avait dit ou si c'est Bah, on à la verra fin de la si présentation. c'est surtout s'il y a des besoins de précision au moment où tu parles de choses D'accord, particulières sur les diapos, ça peut être plus utile de le ça faire marche. en direct. Ça marche, tu me préviens donc du coup. Allez, on va commencer. Donc on va brosser quand même le contexte de l'eau sur le territoire, de manière que vous sachiez un petit peu de quoi on parle et où est-ce qu'on va aller. Du coup, l'eau sur le territoire des Alpilles, comme vous pouvez le voir pardon, avec cette carte des linéaires d'eau de surface, en fait, dans les Alpilles, l'eau n'est pas, enfin, les Alpilles ne sont pas particulièrement connues pour leur eau. L'eau dans les Alpilles, ce n'est pas le premier élément qui saute aux yeux. Elle n'est pas spécialement apparente à travers les rivières ou à travers d'autres cours d'eau qu'on peut rencontrer sur d'autres territoires. Elle y est plutôt discrète en général pour le visiteur. Et pourtant, quand vous voyez cette carte, vous vous rendez compte quand même que le maillage d'eau est quand même assez intense sur le territoire. Et en fait, l'eau est vraiment partout dans les Alpilles et le maillage est très, très développé. Pour ce qui concerne l'eau superficielle, en fait, sur le territoire des Alpilles, on distingue en fait trois grandes catégories de présence de l'eau. Donc la première que vous voyez qui s'affiche en haut de la diapositive, ça concerne plutôt les canaux, hein. C'est ce qui est assez présent et qu'on remarque assez facilement sur le territoire quand on va se balader à l'intérieur. Et dans ces canaux, en fait, on va distinguer deux types de canaux. On aura d'une part les canaux d'irrigation et d'autre part plutôt les canaux de drainage qu'on appelle aussi canaux d'assèchement comme vous pouvez le connaître sur le Marais des Baux, par exemple. Deuxième type d'eau qu'on trouve sur le territoire, les gaudres. Alors, les gaudres, c'est un mot qui est endémique au territoire. Alors, endémique, c'est un terme qu'on accepte en écologie. Mais moi, j'aime bien l'appeler endémique pour ce terme sur le territoire parce que quand vous sortez des Alpilles, même quand vous allez sur la montagnette,
Le terme gaudre, vous ne le trouvez pas. Les gaudres, en fait, ce sont des cours d'eau temporaires qui sont à sec une partie de l'année et qui, en fait, constituent un réseau de drainage, en fait, qui amène l'eau de la colline vers les parties basses du territoire, c'est-à-dire vers les marais. Et dernier élément dans lesquels on trouve de l'eau en surface sur le territoire des Alpilles, ce sont les lacs artificiels. Il y en a au moins 5 sur le territoire que vous connaissez. Là, celui qui est en photo, c'est le lac Bleu, qui est au Beau-de-Provence. La plupart du temps, donc ces lacs sont les témoins en fait de l'activité humaine sur le territoire, des témoins qui sont plus ou moins historiques. Si on prend par exemple le lac des Peyrous à Saint-Rémy, en fait, ce lac, c'est un lac de barrage qui a été d'abord créé par les Romains. Et si on prend le lac Bleu là, que vous voyez en photo, c'est un lac qui est issu, lui, d'une activité minière sur le territoire avec la bauxite. Une fois qu'on a vu l'eau qui est à la surface, on va parler plutôt d'une eau qui est invisible, hein, celle qui est sous nos pieds, l'eau souterraine. Donc là, vous avez une cartographie avec des aplats de couleurs qui présentent en fait les 4 grands ensembles d'eau souterraine qu'on a sur le territoire du parc des Alpilles. Sur le sud, plutôt en vert, on va trouver la nappe de l'Accro, que vous connaissez tous. Sur la partie est et sur la partie nord, là, on est sur la nappe alluviale de la Durance. Sur la partie ouest, en vert, encore une fois, on a la nappe alluviale du Rhône. Et enfin, la partie souterraine qui nous intéresse le plus et qui occupe le plus le territoire du parc, c'est la partie centrale bleue, dénommée la FRDG 247, qui est en fait la masse d'eau du massif des Alpes, une nappe d'eau souterraine qui est une nappe d'eau karstique. On va voir ce qu'est un karst dans la diapositive suivante. Donc là, en fait, sur les Alpilles, on parle d'un système karstique. En fait, le système karstique, c'est un système qui est constitué en fait un réseau d'eau souterrain qui est formé souvent par l'érosion chimique et l'érosion physique du calcaire qui est sous nos pieds et qui s'exprime en surface souvent par des éléments comme des avennes, comme les gaudres en fait qui vont ruisseler de l'eau par érosion, ou alors par plus rarement sur le territoire des dolines ou même plus souvent par contre des résurgences. D'une manière générale, dans les systèmes karstiques, la circulation de l'eau, elle est quand même assez compliquée. C'est pas très facile de savoir où rentre l'eau, où sort l'eau, par quel chemin elle passe. Et du coup, ce sont des systèmes qu'on a du mal à bien connaître, qu'on a du mal à bien mesurer. D'autant plus que, comme tous les systèmes souterrains, ils vont avoir des échanges avec les systèmes souterrains voisins. Donc ces systèmes-là sont difficiles à cerner. Et malheureusement, le territoire des Alpilles connaît mal son système karstique, ce qui fait qu'on connaît mal l'eau qu'on a sous nos pieds. Et évidemment, c'est très compliqué pour avoir une gestion durable de la ressource en eau. On a vu donc du coup où se trouve l'eau en surface et où se trouve l'eau sous nos pieds. Maintenant, il faut qu'on voit ensemble, à savoir d'où vient l'eau que l'on consomme. Cette eau, elle a 3 grandes origines sur les Alpilles. D'une part, ben, évidemment, l'eau de pluie hein, qui tombe chaque année. Alors les Alpilles, grosso modo, on est à peu près à 600 litres d'eau par mètre carré et par an qui tombent en pluie sur le territoire. Donc si vous faites le calcul, on a à peu près 51 000 hectares de périmètre du parc des Alpilles. Ça fait à peu près 300 millions de mètres cubes d'eau qui tombent chaque année sur nos têtes. Donc ça fait pas mal d'eau qui arrive. Néanmoins, c'est pas très, très important et on voit bien qu'il y a des différences chaque année sur la pluviométrie. La deuxième source d'eau, évidemment, qu'on a et qu'on consomme, c'est l'eau qui est sous nos pieds, on en a parlé juste avant. Et enfin, un point quand même assez important, c'est que une grande part de l'eau qu'on consomme sur le territoire des Alpilles, ben, en fait, elle provient de la Durance et elle provient essentiellement du lac de Serponçon, donc, dont on voit la photo là, le barrage, qui a été aménagé dans les années 60 et qui constitue une grosse réserve d'eau pour la Basse-Provence. Quels usages de l'eau on a sur le territoire des Alpilles? Alors traditionnellement, on parle de 3 grands usages de l'eau. Il y a l'usage de l'eau potable, l'usage agricole et l'eau industrielle. Sur le territoire des Alpilles, il n'y a pas beaucoup d'usage d'eau industrielle, ce qui fait que, en gros, sur le territoire, on utilise à peu près, pour toutes les communes réunies, à peu près 7 millions de mètres cubes d'eau par an pour notre consommation en eau potable. Et
plus de 200 millions de mètres cubes d'eau par an pour l'eau agricole. Quand je dis plus de 200 millions de mètres cubes d'eau, c'est parce que ce chiffre-là, il est estimé par rapport uniquement à la quantité d'eau qui circule dans les deux canaux d'irrigation principaux des Alpilles, que sont le canal de la vallée des Baux et le canal des Alpines. Et puis un dernier usage qui est souvent oublié, alors si on discute un petit peu avec les écologues, le mot usage, c'est pas trop le bon terme pour qualifier ça, mais néanmoins les milieux naturels du territoire, eux aussi vont avoir besoin d'eau. Et ce besoin d'eau, par contre, sur les milieux naturels, aujourd'hui, c'est une grosse inconnue. On ne sait pas du tout combien consomment nos milieux naturels. Et dans la gestion durable qu'on est censé avoir de notre ressource sur le territoire, il ne faut pas qu'on oublie que à côté de nos activités humaines, les milieux naturels ont eux aussi besoin d'eau et la quantité d'eau qu'il y aura disponible pour eux va conditionner leur capacité à être résilients face aux impacts du changement climatique. Donc c'est quand même une donnée qui est absolument importante à prendre en compte quand on veut travailler sur la gestion durable de l'eau. Puisqu'on a parlé justement de résilience du changement climatique, on va aborder maintenant les aspects qui sont liés au changement climatique dans les Alpilles. Donc là, vous avez des petites illustrations des phénomènes qui peuvent se produire en matière de changement climatique sur le territoire. La première chose, c'est que le changement climatique dans les Alpilles, ça va se manifester, comme dans beaucoup d'autres endroits, par une hausse des températures. La hausse des températures, selon les scénarios qu'on a, plus ou moins optimistes, plus ou moins pessimistes, etc., on oscille entre 2,5 degrés et 4 degrés de hausse de température chez nous, en sachant que le territoire des Alpilles étant sous climat méditerranéen, les espaces géographiques qui sont sous climat méditerranéen constituent des hotspots du changement climatique, c'est-à-dire des endroits dans lesquels le changement climatique va être très important, beaucoup plus important qu'ailleurs. Si sur d'autres territoires, il y aura 1 degré de hausse de température, ça veut dire que dans les endroits comme le territoire des Alpilles, on aura plutôt 2 degrés de hausse de température. De la même manière, cette hausse des températures, elle va provoquer très très probablement une hausse de l'évapotranspiration. Donc l'évapotranspiration, là sur le schéma, elle est matérialisée par les deux petites feuilles vertes et l'eau là qui monte. Ça veut dire que les végétaux vont transpirer plus, vont évacuer plus d'eau et donc vont avoir besoin d'eau de manière supplémentaire. Par ailleurs, phénomène important aussi qu'on a déjà constaté depuis une quarantaine d'années, on va avoir une baisse de l'enneigement et donc une baisse de notre capital eau sur les sommets du territoire. Alors pas du territoire des Alpes, bien entendu, mais sur les sommets des Alpes. Concernant l'eau de pluie, en revanche, là, au niveau du changement climatique et sous nos latitudes, là, il y a plus d'incertitudes. On ne sait pas trop si les pluies vont augmenter, vont diminuer. Les scénarios convergent plutôt vers une espèce de stabilité du niveau des précipitations. Néanmoins, ce qui va être illustré par les éléments qui sont sous la flèche rouge qui monte là, c'est que on va avoir une hausse des phénomènes extrêmes climatiques. Ça veut dire que, par exemple, en ce qui concerne l'eau, on risque d'avoir des précipitations qui vont être beaucoup plus intenses, plus concentrées sur un seul événement pluvieux et qui vont être du coup plus éparses dans l'année, avec des périodes de sécheresse qui vont être de plus en plus longues. Par contre, on risque d'avoir plus de phénomènes du coup d'inondation, puisque les phénomènes de précipitation vont être plus intenses. On risque d'avoir plus de feux de forêt parce qu'on aura plus de sécheresse. Et puis, il risque d'y avoir des extrêmes climatiques comme des mini-tornades, des pluies orageuses ou alors des canicules qui vont être assez importantes. Et c'est vrai que sur le territoire des Alpilles, on a déjà pu constater, notamment en 2016-2017, que des sécheresses un peu longues, et en 2022, bien entendu, que des sécheresses un peu longues arrivent à mettre en péril notamment les cultures agricoles. Quelques chiffres qui vont un petit peu parler de l'eau et de sa préciosité sur le territoire des Alpilles, mais aussi un peu ailleurs. C'est des chiffres qui donnent un peu des ordres de grandeur. On n'a pas toujours ça à l'esprit. Donc les 600 litres d'eau dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le premier chiffre qui est en haut qu'on qualifie aussi par 600 mm au mètre carré de précipitations qui tombent sur le territoire. On a vu que dans les Alpilles, on consomme à peu près 7 millions de mètres cubes d'eau potable. Ces 7 millions de mètres cubes d'eau potable, c'est 7 millions de mètres cubes qui sont pompés dans les nappes. Dans les Alpilles, au niveau de l'eau potable, on n'a que de l'eau qui provient du sous-sol. Ce qui signifie aussi du coup que pour notre alimentation en eau potable, la gestion de l'eau souterraine revêt un aspect assez important
et notamment la mauvaise connaissance qu'on a de notre sous-sol sur le massif des Alpilles, ben, nous empêche en fait d'avoir une gestion un peu préventive de l'eau. Et on ne sait jamais si on est en situation de déficit, si on est en situation correcte sur la ressource en eau. On le constate souvent sur les forages par de la présence de turbidité importante, c'est-à-dire une eau qui est trouble avec de la matière en suspension. C'est qu'on arrive un petit peu au bout du forage et que les niveaux d'eau sont très bas. Voilà. Grosso modo aussi, puisqu'aujourd'hui on va parler un petit peu de tourisme, en moyenne, en France, un touriste consomme à peu près pendant un séjour 400 litres d'eau sur une journée, tandis qu'un habitant consomme à peu près 210 litres d'eau par jour. Alors 210 litres d'eau par jour, ça fait partie quand même en France des consommations assez hautes. On n'est pas très bon sur la consommation dans les Alpilles, et c'est des chiffres qui demanderaient quand même de baisser par des usages un peu plus attentifs de l'eau. Dans le secteur de l'hôtellerie, grosso modo, 40 à 45% de l'eau est consommée par les douches, les robinets et les toilettes des chambres. Ça représente quoi, grosso modo? À peu près la moitié du coût de la consommation d'eau totale de l'hôtel, ce qui est quand même assez important. Et dans cette consommation totale de l'eau des hôtels, il y en a à peu près 10% qui est consacré au linge d'hôtellerie, et ces 10%, l'ADEME a calculé que ça représentait à peu près 10 millions de mètres cubes de consommation par an pour la blanchisserie du linge en hôtellerie. Une chasse d'eau consomme en moyenne 9 litres d'eau, et si jamais vous avez une fuite sur une chasse d'eau, grosso modo, c'est 600 litres d'eau par jour qui sont consommés par une chasse d'eau qui fuit. D'où l'importance d'avoir quand même au niveau de vos établissements des contrôles assez réguliers, des canalisations. Normalement, ce sont des contrôles annuels qui doivent être exercés et qui doivent vous permettre de vérifier que et vos canalisations et vos matériels pardon, qui distribuent l'eau, les robinets, etc., ont des joints qui sont propres. Notamment, il y a beaucoup de calcaire, donc des phénomènes de calcaire qui viennent empêcher le fonctionnement correct des appareils et qui créent des fuites qui gaspillent pas mal d'eau, qui consomment beaucoup d'eau par année. Maintenant qu'on a fait ce point sur l'eau dans le territoire et un petit peu au-delà, est-ce que vous avez déjà des questions ou je passe directement à la suite? Je passe à la suite. Ouais, tu peux Du poursuivre. coup, maintenant Ah, qu'on a fait le point, on va faire Je vous ai préparé 4 petits zooms pour vous donner des éléments sur la ressource en eau. Le premier zoom va concerner l'eau agricole. Donc, sur le territoire des Alpilles, en fait, on a deux types d'utilisation agricole de l'eau. On a d'une part l'eau qui sert à l'irrigation, et d'autre part l'eau qui sert au drainage et à l'assèchement des parties basses. Laurent? Je- Oui, Ouais, excuse-moi, il y a une question de Jonathan. Sur les 10 millions de mètres cubes, le chiffre ADEME, il demande si c'est oui, pour toute la France ou si la c'est pour France la entière. région. France entière. France entière, au niveau national, du coup. Merci. De rien. Merci Jonathan. Concernant donc l'eau agricole, donc on a deux types d'usages, l'eau d'irrigation et l'eau de drainage et d'assèchement. Alors, l'irrigation, vous savez tous ce que c'est. Le drainage et l'assèchement, peut-être un peu moins. Sur le territoire des Alpilles, il y a des parties qui sont un peu plus basses, qui sont représentées la plupart du temps par les marais. Et dans ces parties basses, en fait, l'eau, elle est en surplus. C'est-à-dire que pour pratiquer une activité agricole, il est nécessaire de faire de l'exode d'eau des parcelles agricoles. Et cet exode d'eau, en fait, elle est réalisée par des systèmes de roubines, de canaux, qui drainent l'eau vers les parties les plus basses et ensuite qui sont reprises sur des ouvrages un peu plus larges, qui conduisent, eux, l'eau en surplus vers la mer. Les deux canaux principaux qu'on a sur le territoire qui font ça, c'est le canal du Viguera, que vous connaissez tous, et le canal des Marais des Baux, qui est au sud du territoire et qui conduisent tous les deux l'eau de surplus à la mer. Et l'autre partie, évidemment, des canaux, c'est les canaux d'irrigation qui, eux, transitent de l'eau à flanc de colline pour desservir les parcelles agricoles en eau brute, c'est-à-dire qu'elle n'est pas traitée, de l'eau qui vient de la Durance et qui vient arroser les parcelles agricoles des agriculteurs. Et c'est là où on commence à avoir déjà quelques points intéressants sur le territoire, qui est
le paradoxe que j'appelle moi le paradoxe de l'eau des Alpilles, c'est-à-dire d'un côté, on n'a pas assez d'eau, on fait venir l'eau de la Durance pour irriguer les terres agricoles, et de l'autre côté, sur les parties basses, on a de l'eau en surplus dont on ne sait pas quoi faire, donc on la sort à grands coups de pompage et on l'emmène vers la mer. Donc on a peut-être des choses à améliorer sur notre territoire par rapport à notre ressource en eau. Euh, Deuxième diapositive par rapport à l'eau, on va faire un petit zoom sur l'irrigation agricole. Donc comment fonctionne l'irrigation sur le territoire des Alpilles? Alors d'une part, ça fonctionne par le biais d'un organe de régulation qui est la commission exécutive de la Durance, la CED. Cette commission exécutive de la Durance, c'est un organe qui a été créé en 1907, je crois, ou 1908, et en fait qui est un organe qui permet de distribuer les droits d'eau aux différents utilisateurs agricoles de l'eau, c'est-à-dire les gestionnaires des canaux. Chaque canal a à son entrée un robinet, et ce robinet, en fait, possède un débit d'eau qui lui est réservé. Il n'a pas le droit d'en utiliser davantage. Il peut en utiliser moins, mais il ne peut pas en utiliser plus. Et c'est cette commission exécutive de la Durance qui va réguler justement cette eau qui est prise sur la Durance de manière à préserver la ressource d'une part. Deuxièmement, à assurer que chaque organe agricole qui a besoin d'eau ait la quantité d'eau nécessaire. Et troisièmement, elle a un rôle aussi important qui est apparu plus tôt dans les années 2000, qui est un rôle en fait de gestion de crise. C'est-à-dire que quand il n'y a pas assez d'eau sur les territoires, comme ça a été le cas par exemple en 2003 ou même en 2007, à ce moment-là, est mis en place un protocole de gestion de crise qui va réguler l'eau qui est distribuée aux agriculteurs avec des pourcentages en fait de restrictions, genre, ce qui peuvent aller de 5, 10, 20, 30% sur les droits d'eau et qui font que chaque canal disposera de moins d'eau, mais qui permettra de partager l'eau entre tous les usagers. Alors, ce système en fait de gestion de crise est apparu justement parce que dans le fonctionnement de l'irrigation agricole, en fait, la dotation en eau qui est donnée au canaux, c'est une dotation au fil de l'eau, c'est-à-dire l'eau qui s'écoule naturellement de la Durance et qui coule entre ce qu'elle prend, qu'elle capte sur les bassins versants et la fonte de la neige et ce qu'elle distribue à la sortie. On en prend une partie, on irrigue les canaux, on irrigue avec ça les terres agricoles. Quand cette eau de la Durance est insuffisante et que on n'arrive pas à avoir suffisamment d'eau, en fait, le barrage constitue une réserve et ce barrage, en fait, va distribuer de l'eau supplémentaire pour arriver à fournir de l'eau au canaux. Mais cette réserve, en fait, que constitue le barrage, elle est quantifiée. Il y a 200 millions de mètres cubes qui servent de réserve en plus de l'eau qui est distribuée naturellement par la Durance. Et ces 200 millions de mètres cubes doivent être régulés, distribués entre tous les gestionnaires de canaux de manière à parer les périodes de crise. Et ce qui est arrivé en 2003 et 2007, c'est qu'en fait, en plus du débit de la Durance naturelle, les 200 millions de mètres cubes qui étaient dans le barrage ont été consommés. Et du coup, on s'est retrouvé en situation où les canaux d'irrigation n'étaient plus en mesure de fournir de l'eau aux agriculteurs. Donc évidemment, c'est une situation qui est délicate, qui est difficile. Et c'est aussi pour cette raison que cet organe de régulation, la commission exécutive de la Durance, a été missionné pour gérer des protocoles de gestion de crise pour des négociations, notamment avec EDF, de droits d'eau supplémentaires pour permettre aux agriculteurs de faire leur irrigation. Donc ça, c'est le système supra, c'est ce qui est en haut, qui gère le barrage de Serponçon. Et en dessous, eh bien, en fait, on a une organisation collective qui est mise en place sur chaque territoire. Et cette organisation collective, en fait, elle est mise en place via des ASA, des associations syndicales autorisées, ou des syndicats intercommunaux, puisque nous, sur le territoire, on a les deux cas. On a à la fois l'ASA de la Vallée des Baux, par exemple, qui gère le canal d'irrigation de la Vallée des Baux, et le SICAS, le syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales, qui gère l'eau au nord des Alpes sur le canal des Alpines. Et en fait, cette organisation collective, qui d'habitude est dévouée est dévouée aux agriculteurs, est dédiée pardon, aux agriculteurs, elle permet en fait de mettre en place ce qui s'appelle un tour d'eau, c'est-à-dire un tour d'eau, c'est une pratique qui permet à chaque agriculteur, à tour de rôle, de prendre de l'eau via des martelières, là comme vous le voyez sur l'illustration, qui vont faire couler l'eau dans le champ. Et le gestionnaire de l'eau, l'ASA donc, doit distribuer de l'eau par fiole, par filiole, qui sont les sous-branches du canal principal, doit distribuer de l'eau en quantité pour permettre à chaque agriculteur de bénéficier pendant 2 heures, 3 heures, 5 heures de l'eau qui va lui permettre d'arroser ses champs, ses cultures, etc., à tour de rôle avec le voisin. Et c'est cette organisation collective qui permet d'avoir une gestion assez efficace de l'eau qui nous provient de la Durance.
La conséquence quand même de ce point, c'est que, comme je vous l'ai dit juste avant, on a une eau qui provient essentiellement des Alpes et qu'en cas de crise, eh ben, du coup, le territoire des Alpilles, qui est quand même fortement dépendant de la ressource des Alpes, ben, en fait, se retrouve assez vite privé d'eau, d'autant plus que les Alpilles sont vraiment en queue de système, c'est-à-dire qu'on est tout en bas du système de distribution, on est parmi les derniers desservis par le réseau d'eau qui vient de la Durance. Et du coup, forcément, plus on est loin de la source et plus les difficultés d'approvisionnement peuvent être intenses. Vous avez, si vous voulez retrouver des éléments là-dessus, je vous ai mis en bas et Basile, il me semble que tu mets à disposition les présentations. Vous avez le site de l'eau du parc des Alpilles qui est en lien direct sur la diapositive. Sur les Alpilles, malheureusement, d'un point de vue sécheresse, le territoire n'est pas complètement égal. La petite cartographie que vous voyez là, en fait, présente le territoire sous différents aspects. Donc, vous voyez en vert le périmètre, je ne sais pas si on voit ma souris, mais il me semble que oui. Vous voyez en vert le périmètre du parc ici, sur les Alpilles. Vous avez en bleu ici là, les canaux principaux d'irrigation du territoire. Donc, au sud, le canal d'irrigation de la vallée des Baux. Au nord, le canal des Alpines. Et cette partie qui est centrale ici, en fait, c'est le secteur qui n'est pas irrigué, puisque sur le territoire des Alpes, l'eau est distribuée de manière gravitaire, et que là, en altitude, on est au-dessus des canaux, donc l'eau ne remonte pas naturellement et on ne peut pas la pomper. Donc, en fait, les secteurs qui sont dans cette partie-là ne peuvent pas bénéficier de l'eau des canaux. Ça veut dire que, soit pour arroser, ils ont des pompages, qui dépendent, comme on l'a vu, de l'eau de pluie hein, uniquement, ou alors ils n'arrosent pas du tout. Ça, c'était ce qui se passait au début des années, à la fin des années 1900. Début des années 2000, on a commencé à avoir moins de culture au sec et de plus en plus aujourd'hui, les agriculteurs achètent des terres, mais seulement s'il y a de l'irrigation qui va avec. Et donc, dans ces secteurs centraux qui est très vulnérable à la sécheresse, en fait, il y a encore une disparité, c'est que la partie nord qui est desservie par le canal des Alpines, elle, si jamais c'est nécessaire, le canal des Alpines est en mesure de fournir assez d'eau pour être pompé pour remonter de l'eau vers les terres agricoles qui sont figurées en dégradé de orange, saumon, là, ici. Euh, on peut quand même un petit peu pomper de l'eau pour remonter l'eau vers les terres. Sur le sud alpin, néanmoins, le canal de la vallée des Baux, lui, physiquement, il n'est pas capable d'accueillir plus d'eau, il n'est pas capable de distribuer de l'eau en la faisant pomper pour irriguer les terres qui sont au-dessus de son niveau d'eau naturel. Ce qui fait que les terres qui sont là sont vraiment très très vulnérables à la sécheresse parce qu'elles ne peuvent pas bénéficier en dehors de l'eau de forage d'eau qui pourrait provenir du canal de la vallée des Baux. Donc pour les parcelles agricoles, c'est quand même un point assez important et un élément à prendre en compte sur la gestion de l'eau sur le territoire. Deuxième zoom que l'on va faire ensemble sur le territoire, c'est l'arrêté cadre sécheresse qui peut vous intéresser puisque, donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, hein, on a de plus en plus de situations de sécheresse et en fait, la préfecture a mis en place un système qui est un arrêté préfectoral qui permet de gérer en fait l'accès à l'eau en cas de sécheresse prolongée sur le territoire. Et cet arrêté cadre, en fait, il est mis à jour chaque année et il est surtout déclenché en fonction d'un réseau de surveillance qui mesure les niveaux d'eau sur les cours d'eau, les niveaux d'eau dans les nappes, etc. Et en fonction de ces hauteurs de niveau d'eau et des débits, il y a des débits qui sont considérés comme des débits d'alerte et qui vont déclencher avec cet arrêté préfectoral en fonction des zones géographiques, puisque sur le territoire des Bouches-du-Rhône, chaque zone géographique n'a pas la même sensibilité à la sécheresse. En fonction de ces zones géographiques et des niveaux d'alerte qui vont être relevés sur les nappes et sur les cours d'eau de surface, bien en fonction de ça, il va y avoir un niveau qui va être déclenché par l'arrêté, qui sera un niveau qui se décline en quatre grands ensembles que vous voyez au centre de la diapositive. Il y a un niveau de vigilance, donc dans lequel il est recommandé d'être prudent par rapport à la ressource, il faut faire attention. Un niveau d'alerte dans lequel on commence à rentrer dans des mesures de restriction qui sont assez importantes. Et puis au fur et à mesure que le degré d'alerte est important, on monte en arrêté en alerte renforcée ou bien systématiquement en gestion de crise. Et à partir du moment où vous rentrez dans un des niveaux, eh bien vous avez des restrictions qui sont appliquées et des façons de faire. Et là, le petit schéma qui est dessus, que vous voyez, en fait, montre les restrictions qui s'appliquent et qui en fait se cumulent au fur et à mesure que
les niveaux d'alerte sont plus importants. Donc quand vous êtes en vigilance, c'est uniquement la partie qui est dans l'encadré gris que vous aurez à appliquer. Quand vous êtes en niveau d'alerte, eh bien évidemment, c'est la partie qui est dans le niveau alerte qu'il faudra appliquer, mais qui se cumule avec la partie vigilance, et ainsi de suite jusqu'à la gestion de crise, dans laquelle vous devez appliquer tous les niveaux précédents et en plus appliquer les niveaux supplémentaires de restriction d'eau. Donc on voit sur l'arrosage des golfs notamment qui vient réglementer, qui subit une diminution de 70% des volumes d'eau. Tout ce qui est remplissage des piscines qui est réglementé, tout ce qui est arrosage des terrains de foot qui est interdit, etc. Enfin, terrain de foot ou terrain de sport, pardon, qui est interdit, etc., etc. Voilà. Donc, ces niveaux de vigilance, en fait, c'est pas toujours simple à décrypter dans l'arrêté préfectoral. On a essayé de faire au niveau du parc des petites brochures qui peuvent vous aider à décrypter ça. Et néanmoins, vous pouvez trouver quelques informations quand même assez précises sur le site de la préfecture. Je vous l'ai mis également en petit lien sur le côté, qui vous permet de voir un petit peu quels sont les degrés de restriction que vous devez appliquer par rapport à votre activité. Donc ça, c'est pour l'arrêté 4 sécheresse. Le troisième zoom va vous concerner aussi, pour partie, concerne les piscines et l'espace. C'est des questions qu'on a assez fréquemment. On avait d'ailleurs pas mal travaillé avec l'ARS à ce sujet. Donc l'ARS, c'est l'Agence régionale de santé, qui d'ailleurs a édité un petit guide que vous voyez ici en bas de l'écran. Je vous ai mis aussi le lien pour le télécharger. Un petit guide sur l'usage des piscines à usage collectif, dans lequel on retrouve néanmoins l'ESPA. Donc, la raison en fait du travail sur les piscines, etc., c'est que les piscines en fait cumulent au niveau de la ressource en eau, hein, un point important, c'est qu'elles cumulent des risques bactériologiques qui sont liés aux baigneurs, à l'entretien de la piscine, etc., avec des risques qui sont physico-chimiques par rapport à l'utilisation de produits d'entretien, aux réactions chimiques qui peuvent être faites dans l'eau entre les produits d'entretien, les matières organiques, etc., qui sont apportées par les baigneurs, etc., et qui impliquent que, en fait, une eau de piscine, pour bien fonctionner, comme une eau de spa, elle doit être filtrée, elle doit être désinfectée, elle doit être désinfectante, et elle doit être renouvelée, et elle doit être recyclée. Donc ça, c'est la base de l'utilisation des eaux de piscine. Mais du coup, ça implique aussi pas mal de choses sur la ressource en eau, et notamment une importante qui est la consommation d'eau. C'est qu'il va falloir du coup faire des vidanges assez régulières sur vos ouvrages collectifs. Pour les piscines, l'ARS recommande, recommande pas, elle impose une vidange totale au moins une fois par an. En ce qui concerne l'espace, c'est pas du tout la même. Là, on est à plutôt une vidange totale au moins une fois par semaine, étant donné que les eaux de spa sont plus chaudes, sont beaucoup plus chargées en chlore et nécessitent du coup un entretien un peu plus spécifique, un peu plus accru pour éviter les risques de contamination, etc. Mais ça veut dire aussi du coup que vous allez avoir une consommation d'eau très importante. Qui va arriver, qui sont liés du coup à ces ouvrages. Et du coup, vous devez faire très attention aussi à comment vous allez utiliser ces ouvrages, et en tout cas savoir que sur les piscines comme pour les spas, l'utilisation en fait de produits chimiques pour les désinfecter va venir aussi polluer l'eau. C'est ce qui fait du coup que vous allez devoir changer. Je crois pas que Cédric soit encore arrivé, si? Si, il est là. Il est là. Parce que du coup, je crois que Cédric a mis en place une solution pour réutiliser l'eau de sa piscine, si je ne me trompe pas. En tout cas, il existe une solution pour réutiliser les eaux de piscine qui sont les déchlorinateurs. C'est-à-dire, en fait, c'est un process qui permet de retirer le chlore de l'eau de la piscine et qui permet du coup de la réutiliser plutôt que de l'évacuer directement vers le tout à l'égout. Cédric, si tu veux intervenir, n'hésite pas hein, pour apporter des commentaires. S'il n'y a pas plus de commentaires, je vais passer au Zoom 4 qui concerne une autre partie de l'utilisation de l'eau dans les structures d'hôtellerie, d'hébergement, etc., qui est l'eau dans les espaces verts. L'eau dans les espaces verts représente à peu près 10% de la consommation d'eau d'une structure.
Et en fait, il existe différentes solutions. Donc là, vous voyez une petite illustration qu'on a mis en place dans le cadre de nos fiches sur la végétalisation sur le territoire des Alpes, que vous pourrez retrouver dans notre rubrique kiosque sur le site du parc. Et en fait, cette fiche présente différents éléments qui permettent d'avoir un jardin qui soit à la fois économe en eau, mais qui soit quand même agréable et méditerranéen. Et dans ce jardin, en fait, vous avez différentes solutions, hein, déjà qui passent par le choix des variétés que vous allez planter, qui passent par le choix des arbres que vous allez mettre, etc. Donc, l'idée, c'est quand même d'utiliser des plantes qui sont plutôt méditerranéennes, donc qui vont être adaptées déjà d'une part au climat, qui en général ont des besoins en eau qui sont moindres que les espèces continentales ou autres. Vous allez avoir aussi la structuration de votre sol. On ne va pas forcément utiliser des pelouses pour recouvrir le sol. On va plutôt utiliser des couvre-sols persistants qui vont permettre justement de consommer moins d'eau, mais quand même de préserver le sol de l'érosion. À la place du gazon, sur les endroits que vous voulez peut-être un peu verts, on va peut-être utiliser plutôt des prairies rustiques méditerranéennes. Quelque chose qui marche très très bien chez nous, c'est le chien-dent, hein, qui constitue une herbe qui est très résistante à la chaleur, bon, qui a l'inconvénient quand même d'un petit peu jaunir. Euh, on va aussi utiliser sur les plantations, on va essayer de préserver la ressource en eau en mettant des paillages au pied des plantations pour éviter que l'eau ne s'évapore trop vite quand il y a des arrosages. On va évidemment raisonner l'arrosage, on va aller plutôt vers des arrosages qui vont être assez épars. Alors la question se posera sur goutte à goutte ou pas goutte à goutte. Selon les variétés, il y a des endroits sur lesquels le goutte à goutte sera utilisé. Puis pour d'autres, on va peut-être utiliser plutôt des apports assez massifs en un coup qu'on va disperser pour favoriser un développement du système racinaire qui va être important et qui va aller chercher l'eau dans le sol, etc. Et puis après, vous avez des petites solutions aussi qu'on peut mettre en œuvre, que sont par exemple les zoyas, c'est-à-dire des petits pots en terre cuite qui sont enterrés dans l'eau qu'on remplit d'eau et qui en fait diffusent l'eau par transpiration dans la poterie, etc. Voilà. Je ne vous fais pas tout, vous aurez le temps de regarder par la suite, mais on va quand même privilégier aussi le fait de désimperméabiliser nos espaces de manière à ce que l'eau s'infiltre au maximum sur les sols et évite de ruisseler, ce qui permet quand même un apport en eau sur le territoire qui va être directement à la goutte et qui évitera de gérer les masses d'eau trop importantes qui arrivent quand il y a du ruissellement par grosse pluie. Euh, les arbres caducs aussi peuvent être utilisés proches notamment des habitations parce qu'ils vont avoir un double avantage. Le premier avantage qu'ils ont, c'est que quand ils ont du feuillage, ils vont créer de l'ombre et du coup, ils vont rafraîchir la zone sur laquelle ils sont. Et le deuxième, c'est que quand ils perdent leurs feuilles et qu'ils sont près d'une maison, ben, ils vont vous favoriser l'apport de lumière en intérieur, notamment pendant l'hiver, en diminuant du coup vos consommations d'énergie pour le chauffage. Voilà. Ça, c'est quelques éléments que vous pourrez retrouver également donc dans le kiosque du territoire des Alpes, du parc des Alpes, pardon, sur les fiches végétalisation. Donc ça, c'était pour les zooms qu'on pouvait faire sur des points différents sur l'eau. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des grands chantiers du parc et je finirai par ça. En termes d'actualité, aujourd'hui, le parc des Alpes a 3 grands chantiers, on va dire, qui sont en cours. Le premier, bah, ça concerne ce que je vous disais au tout début sur la ressource en eau souterraine du territoire, le fameux calcaire des Alpes dans lequel se trouve un réseau karstique d'eau souterraine qui n'est pas très bien connu. On est en train aujourd'hui de faire une étude pour poser un réseau de mesures qui nous permettra de qualifier l'eau qu'on a dans nos nappes souterraines sur le territoire et d'être capable d'apprécier le fonctionnement de la nappe. Ça devrait nous permettre d'aller vers une meilleure gestion de la ressource en eau. Le deuxième chantier qu'on a, qui est un chantier de gouvernance de l'eau avec l'Observatoire citoyen de l'eau des Alpes, qui a été créé mais qui aujourd'hui est un petit peu en sommeil parce qu'on manque un petit peu d'animation à ce sujet et qu'il nous faut un peu le réanimer à ce sujet-là. Mais l'idée, c'est quand même de cet observatoire, c'est de recueillir la parole des citoyens sans jugement, il n'y a pas forcément d'observations scientifiques qui sont liées à ça, mais c'est de reconnaître la perception des gens par rapport à la ressource en eau. Et puis le troisième point qu'on travaille aujourd'hui, sur lequel des chantiers se font un petit peu partout sur le territoire, qui est la désimperméabilisation des sols dans les cours d'école, et qui sont pour la plupart du temps des sols
goudronnés, assez chauds en été, qui sont plutôt difficilement vivables. Et en fait, on va de plus en plus vers des sols qui sont perméables, qui infiltrent l'eau là où elle tombe et surtout qui permettent de végétaliser et d'apaiser un peu les cours d'école en les rendant plus agréables face aux problématiques de réchauffement climatique, de chaleur dans la cour d'école, etc. Voilà. Donc moi, j'en ai terminé pour la présentation. Je suis à votre écoute pour les questions. Merci Laurent. Donc Cédric s'est connecté puis déconnecté. Il avait un problème avec son micro. J'espère qu'il va nous rejoindre. N'hésitez pas hein, par rapport à tout ce qui a été évoqué, les différents usages de l'eau, les différentes chiffres qui ont été donnés aussi, l'arrêté cadre qui est un petit peu voilà, qu'on a voulu expliquer ici parce qu'il est souvent il n'est pas forcément très facile à comprendre et à décrypter. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, moi j'en ai une, donc Simon du camping Mon Plaisir. Comment vous expliquez qu'un vacancier consomme 400 litres d'eau par jour par rapport à 210 litres pour un résident? Ça s'explique comment? Alors, ce qui est avancé par rapport à ça, c'est qu'en fait, pendant les vacances, les gens font moins attention. Par exemple, ils vont prendre 2 ou 3 douches par jour au lieu d'en prendre une seule. Voilà, c'est des choses comme ça qui vont expliquer qu'il y a une surconsommation de l'eau. Après, il y a aussi des usages qui sont faits. Tout à l'heure, on en discutait un tout petit peu avec Basile, mais dans la consommation globale, on peut aussi inclure en fonction de... Alors, c'est toujours pareil, hein, les chiffres qui sont donnés, il faut toujours un petit peu aller les gratter. Parce que selon qui publie le chiffre, dans un chiffre, il va vous parler que de l'eau qui est utilisée dans la chambre, par exemple, c'est-à-dire les WC, la douche et le robinet. Et puis selon, ils vont globaliser ben, en gros la consommation d'eau de l'hôtel et la diviser par nuitée par personne. Et du coup, à ce moment-là, on va comptabiliser le fait que, ben, par exemple, il va aller au spa et qu'il n'utilise pas le spa d'habitude dans ses 200 litres, etc. Donc ça aussi, il faut... Et pareil, dans les 200 litres qu'on consomme par jour, ces moyennes-là, il faut aussi aller les gratter parce que selon, ça va concerner uniquement les chiffres de la maison ou alors ça va concerner aussi les chiffres d'arrosage du jardin, etc. Voilà, donc tout ça, faut aussi le prendre et le découper un petit peu. Mais en moyenne, c'est surtout parce que les vacanciers ont des usages plus intenses de la ressource en eau, font un peu moins attention, se permettent plus de choses aussi parce qu'ils ne sont pas chez eux et du coup, ils consomment de l'eau de manière plus importante. D'où les messages importants que vous êtes nombreux à utiliser, hein, tout ce qui est le nudge marketing notamment, ou les messages qui invitent à faire attention à la ressource, à la consommer avec parcimonie, ou du moins en ayant conscience de ce qui, de sa rareté et donc de sa préciosité. Voilà, ça Très bien. rejoint un peu ce que la question de Jonathan. Effectivement, dans le cadre de la marque Valeur Parc notamment, on travaille beaucoup là-dessus, mais il y a déjà beaucoup d'hôteliers enfin, d'hébergeurs plus généralement qui ont des actions incitatives assez fortes. Et après, il y a des solutions techniques aussi qui existent de plus en plus, notamment dans les sanitaires. On a des systèmes de minuteurs sur les boutons poussoirs des douches, avec des systèmes assez ludiques aussi hein, pour sensibiliser également les enfants. On a des pommeaux de douche qui changent de couleur en fonction de la quantité d'eau qui est utilisée. On est vert quand on est bon dans les chiffres, on devient bleu, puis ça devient rouge quand on arrive à une consommation qui est un peu trop importante, hein. Je ne sais pas, Simon, si vous voulez témoigner de ce que vous avez mis en place au camping. Nous, alors, on a mis des brise-G en fait au niveau de tous les robinets où on est à certains à 3 litres, 3 litres heure, voilà au minimum. Après d'autres, voilà, en 6 litres. On a mis des petits panneaux aussi parce qu'en fait, depuis quelques années, on propose l'eau et l'égout sur chaque parcelle. C'est un confort supplémentaire. Mais c'est vrai que de temps en temps, on s'aperçoit que certains clients ben, ils usent un peu trop d'eau, voilà, ils font pas trop attention. Et donc, on a mis des petits panneaux en précisant que l'eau est précieuse, qu'il faut l'utiliser avec parcimonie. Et voilà, donc voilà, enfin, là, ça me vient pas, mais on a mis pas mal de petites choses en place pour que les clients fassent attention à l'économie d'eau. Mm.
Ok, Il y a les chasses merci. d'eau aussi, hein, les chasses d'eau 3 litres, 6 litres, là, Oui, double flux, voilà, oui, alors, qui sont mises en Est-ce que œuvre. vous Vous m'entendez pouvez mettre maintenant, aussi Laurent? un dispositif, un réducteur de pression en tête de réseau aussi. D'accord. exactement, voilà, ça, on a réinvesti cette année, là, on a 3 gros compteurs d'arrivée d'eau, là, sur le Mmh. camping, et donc on a mis des, 3 réducteurs de pression, on est à C'est 3 ça, barres, 3 barres de ouais. pression, et aussi, il me vient, là, je viens de penser, on a équipé 2 gros blocs sanitaires, 3 blocs sanitaires, cet hiver avec des chasses directes. Donc il y a plus de réservoir d'eau, il y a quasiment plus de risque de fuite, dû au calcaire, et Mmh. et ça, c'est pareil, enfin, c'est au niveau des économies d'eau, c'est un système qui est assez, qui est assez bon, oui. Ouais. Et ce que vous dites, vous avez Mmh. raison, là, il faut vraiment faire attention dans les Alpes, on a beaucoup de calcaire et c'est une cause effectivement de fuite importante. Donc, enlever le calcaire chaque année sur Est-ce que les vous équipements, m'entendez? ça permet de réduire quand Oui, même beaucoup les risques de fuite. Cédric. Oui. Oui, on Euh, a aussi mis, une cartouche Aquabion, je sais pas si vous connaissez? Ouais. Mmh. Voilà, ça réduit le calcaire, en fait, dans toutes les canalisations, et voilà, ça fait un petit plus, oui. Ouais. Voilà. ok, Ça merci répond un peu beaucoup. à ta question, Jonathan? Il y a Cédric du coup qui est revenu parmi nous. Voilà, on était en train de parler des initiatives qui existent pour préserver la ressource. Est-ce que tu veux évoquer quelques exemples de ce que tu as mis en place au gîte? Oui, il y a... Bonjour à tous et excusez-moi, j'ai eu un souci de micro, j'ai dû me reconnecter. Nous, dans les choses qu'on a mis en place, on a mis en place une cuve souple sous la maison qui fait 10 mètres cubes, qui aujourd'hui est reliée à une pompe, à un surpresseur et qui alimente un réseau d'eau, donc de pluie, qui en hiver permet d'alimenter une toilette. Donc, plus un robinet extérieur qui permet de nettoyer nos vélos, parce qu'on fait aussi loueur vélo, et un robinet extérieur qui permet de faire l'arrosage du jardin. Après, aujourd'hui, avec 10 mètres cubes, l'expérience que j'ai sur les 2 années passées, c'est que ça m'a permis de couvrir mon jardin, qui n'est pas un jardin traditionnel, qui est un jardin qui est déjà, on va dire, qu'on a fait avec Nathalie Fage il y a 2, 3 ans. Et donc, il y a un jardin qui est, on va pas dire adapté à la sécheresse, parce que l'idée, c'est pas de mettre de la sécheresse et que des plants secs, mais adapté au climat et où il y a où on a diminué au maximum la zone de pelouse et on arrose presque plus du tout de l'herbe, ce qui, pour moi, à mon sens, enfin, ce qui a le moins de sens dans tout le jardin. Donc, avec les 10 mètres cubes, on a réussi, avec les quelques pluies qu'il y a eu, à gérer de manière quasi autonome tout le jardin. Mais du coup, la partie toilette, je la branche que en hiver, parce qu'en hiver, quand on a une cuve souple, on se retrouve avec beaucoup d'eau et on ne sait plus quoi en faire. Parce que pour le coup, elle est pleine et on l'utilise beaucoup moins. Et du coup, pour moi, la relier aux toilettes et puis communiquer là-dessus envers les clients, c'était important pour leur dire. À chaque fois qu'on tire la chasse d'eau, vous en avez parlé, combien de litres c'est. Donc ça, on l'a fait, cette jonction avec les toilettes, on l'a fait cette année sur une ligne séparée. Donc c'est-à-dire que je branche soit l'eau de pluie, soit l'eau conventionnelle du réseau. Mmh. Donc ça, c'est la cuve souple. Et ensuite, tout à l'heure, on parlait de piscine. Pour moi, la piscine, c'est un vrai sujet. Nous, on a essayé en effet un déchlorinateur dans tous les essais, parce qu'on a essayé plein de choses différentes sur la maison pour l'eau, l'énergie, etc. C'est le truc sur lequel j'ai pas réussi à converger, parce que oui, ça, il semble que ça enlève le chlore. Par contre, on utilise des produits chimiques pour ça, qui sont emballés dans du plastique. Donc pour moi, je ne suis pas persuadé que l'opération globale, elle soit vraiment positive si on prend tout en compte, hein, pas que l'eau, la biodiversité, les déchets, etc. Donc pour moi, c'est pas une solution parfaite du tout. Sachant qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, j'étais au chlore. Là, je viens juste de passer au sel, mais pas que pour des raisons environnementales, aussi pour des raisons de sécurité et de plus manipuler des bacs de chlore. Et je trouve que c'est très difficile pour avoir les informations sur qu'est-ce qu'il advient. Aujourd'hui, la réglementation, on sait qu'on n'a pas le droit d'envoyer ça dans les eaux usées. Donc, on les envoie dans la nature. Donc, ça veut dire que quasiment tout le monde envoie son eau chlorée dans un fossé
dans les rues, etc. Donc ça, clairement, je ne pense pas que ce soit bénéfique pour l'environnement. Je pense quand c'est salé, c'est peut-être un petit peu mieux, mais j'en suis même pas persuadé, parce que si on met de l'eau salée à une plante, elle aime pas non plus. Donc je vois pas non plus que ce soit super. Et je trouve que du coup, on n'a pas vraiment de retour. Et moi, je voulais appeler la communauté de communes qui travaille beaucoup sur l'eau et sont responsables justement pour savoir qu'est-ce qu'il en est, sachant que là, je parle pas d'eau de vidange, je parle d'eau de nettoyage de filtre. Ah oui, Donc, le déchlorinateur, d'accord. c'est sur l'eau de nettoyage de filtre. Oui, Parce qu'à tout à la fait. limite, vidange, on peut imaginer qu'on va vidanger à un moment. Alors, la vidange, c'est un autre sujet, mais moi, je ne comprends pas cette obligation. Alors, je ne peux pas dire ce que je fais parce qu'on est enregistré, mais changer son bassin une fois par an, pour moi, comment dire? On est enregistré. Voilà, je sais, j'ai du mal à comprendre cette réglementation tant qu'on a une eau de qualité. Et je pense qu'avec des lavages de filtres réguliers, si on calcule, on se retrouve à remplacer l'eau très régulièrement quand même du bassin. Donc si Ouais. on rajoute à ça une vidange complète une fois dans l'année, je trouve que là, la consommation d'eau, elle va exploser. Je peux expliquer, mais vu qu'il reste que 5 minutes et qu'il y a d'autres questions, Oui, je pourrais te donner les oui. explications de ça que m'a fourni Et donc, l'ARS. pour moi, ce que je voulais savoir au niveau de la communauté de communes, c'est est-ce que quand on parle de vidange de filtres, est-ce que c'est pas envisageable de renvoyer ça sur les réseaux d'eau usée? Hmm. Et est-ce que ça serait pas de toute manière mieux que quand on voit le nombre de piscines qu'il y a dans le coin, là, que tout le monde envoie ça dans les sous-sols, quoi? Bah, oui, Ouais, c'est ouais, une Voilà. question qu'on peut C'est leur soumettre. Ouais. tout à fait. Ben, moi, je vais leur poser si vous faites la démarche en parallèle, parce que quand on voit le nombre de piscines, des fois, on essaie de voir les solutions qui ont de l'impact. Quand on voit le nombre de piscines qu'il y a dans les Alpilles, ne serait-ce qu'en résonance sur notre territoire, et savoir que tout le monde fait ça aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas il y a pas de solution très claire. Et j'ai vu qu'il y a des communautés de communes qui l'autorisent, Ok. certaines, mais c'est une dérogation. C'est une Ouais. question comme dit Basile, qu'on relaiera à la Ouais. communauté de communes. Merci Cédric. Je prends la question de Jean-Marc pour le Olidi Saopi concernant la qualité des eaux souterraines. Laurent, est-ce qu'on a des éléments sur la pollution, sur la présence de PFAS? Est-ce que ça, on a des données là-dessus? Alors, déjà, de base, quand on a de l'eau potable, chaque communauté de communes ou autorité compétente sur la distribution de l'eau potable réalise des analyses annuelles ou plus resserrées sur la qualité de l'eau. Donc, tout ce qui est connaissance sur les nitrates, ça existe. D'autant plus qu'il y a un réseau de surveillance nitrate. En revanche, sur les PFAS, je suis un peu moins sûr qu'on ait quelque chose là-dessus. Aujourd'hui, je saurais pas répondre là sur les PFAS. J'ai pas connaissance de ça. Et je suis pas certain qu'on ait une connaissance précise de ça. Voilà. Après, il y a les analyses d'eau qui sont publiques, hein. Vous pouvez récupérer chaque année sur le site de la communauté de communes qui gère l'eau de votre commune. On peut récupérer les analyses d'eau. Après, souvent, quand ils disent qu'on est en dessous des seuils de détection ou des choses comme ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire que la machine n'est pas capable de détecter parce que les seuils sont trop bas ou nos connaissances techniques sont trop basses. Et du coup, on n'arrive pas à les détecter, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, quoi. Voilà. Donc non, sur les PFAS, je ne saurais pas dire. Pareil sur les substances médicamenteuses, les substances hormonales, c'est pareil, je ne crois pas qu'on ait beaucoup de chiffres là-dessus. Ah oui? Ouais, on va voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les usages agricoles, sur les usages euh, des hébergements touristiques? S'il y a d'autres questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à les poser hein, par mail. On rajoutera les éléments dans le diaporama qu'on vous transmettra également. S'il n'y a pas d'autres questions, je peux expliquer l'histoire de la piscine, hein. Eh ben, vas-y alors. Oui, je veux Donc, bien. concernant les piscines, alors, moins pour le sel, du coup, Cédric, que pour les piscines au chlore. En fait, les piscines, quand on les chlore, il y a du stabilisant qui est mis avec le chlore, parce que le chlore, en fait, dans l'eau, et sous l'effet du soleil, il va se gazéifier. Donc, il va sortir de l'eau et il va partir dans l'atmosphère. Et du coup, quand il est plus dans l'eau, ben, en fait, il ne sert plus à désinfecter.
Et du coup, on met des stabilisants. Et en fait, ces stabilisants, notamment, sont faits à base de cyanure. Et en fait, quand le chlore s'en va, les stabilisants, eux, restent dans la piscine. Et donc, à chaque fois, on va rajouter du chlore pour permettre à la piscine d'être désinfectée. Et donc, on rajoute du stabilisant, le chlore va s'évaporer, le stabilisant va rester. Et ce qui fait qu'en fait, même si on fait des apports d'eau par rapport au lavage rapporté de l'eau, en fait, il y a quand même une concentration de stabilisants qui augmente au fur et à mesure de l'année. Et en fait, ces stabilisants sont assez nocifs pour la santé. Notamment, ils vont se cumuler avec les protéines du corps en fait, que les baigneurs mettent à l'intérieur parce qu'ils perdent dans la piscine. Ça va fabriquer des produits dérivés, ce qui va piquer les yeux, etc. Et ça va finir par, en fait, entre guillemets, empoisonner l'eau de la piscine. Et c'est pour cette raison, en fait, qu'il y a des vidanges annuels qui sont demandés par l'ARS. C'est pas tant pour le problème de chlore ou de la qualité de l'eau, c'est juste le problème de la concentration, en fait, des stabilisants qui augmente au fur et à mesure de l'utilisation de l'eau et de l'utilisation dans l'année et qui nécessite, in fine, qu'on vidange l'entièreté du bassin pour renouveler complètement la masse d'eau et enlever la concentration de stabilisants, entre Ok. Et, autres. ça, et on ne sait pas les mesurer? Parce Si, que on sait. aujourd'hui, avec une région, nous, on a beaucoup de vent et où je pense que les apports annuels d'évaporation, ils sont énormes. Hmm. Tu vois, quand je te dis ça, c'est que quand tu vois combien tu es obligé de rajouter Ah oui, je comprends, dans la piscine, en plus des nettoyages de filtres, à mon avis, le Hmm. renouvellement de tout ton bassin, tu le fais sur Ben, l'année, quoi. tu le fais, mais tu vois, par exemple, sur les piscines au sel, quand tu fais un renouvellement, tu t'aperçois enfin, quand tu fais un renouvellement, quand tu ramènes de l'eau dans ta piscine, tu t'aperçois que ta concentration en sel, elle n'a pas baissé, sauf si tu as fait effectivement ton backwash et que tu as enlevé de l'eau. Et pourquoi la concentration sel, elle baisse pas? C'est parce qu'en fait, quand l'eau s'évapore, il n'y a que de l'eau qui s'évapore, les sels, ils restent en fait. Et du coup, la concentration, elle reste quand même malgré tout importante. Il n'y a que quand tu enlèves de l'eau par ta pompe que tu enlèves en fait une partie de ce qu'elle contient. Mais si c'est par évaporation, et pourtant il y en a beaucoup qui partent en évaporation, en fait les sels ils restent concentrés à l'intérieur de la piscine. Mhm. C'est une partie de l'explication, hein. Ouais, ouais. J'ai pas tout, mais en tout cas les sels restent à l'intérieur. Tout ce qui est évaporation n'enlève pas, ne diminue pas la concentration. Et donc, tu dis, on ne Merci. sait pas mesurer ça proprement. Ben, tu peux alors sur les conseils pour entretenir tes piscines, on te demande de vérifier ton taux de stabilisant. Oui. Mais le stabilisant, c'est quand il est à l'état avec le chlore. Après, puisque tu peux en rajouter d'ailleurs du stabilisant dans ta piscine si tu le souhaites, notamment quand tu as des piscines au sel. Je ne sais pas si toi tu as ça dans ta piscine, si tu peux rajouter on te demande de rajouter du stabilisant, mais tu peux rajouter du stabilisant. Sur les piscines au chlore, je ne sais pas si le stabilisant est mesurable. D'accord. Merci pour ces explications, Laurent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Émilie, vous étiez en train d'écrire un message dans la conversation. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que vous avez des questions, précisions à apporter? Alors, si c'est bon pour tout le monde, on va s'arrêter là. On a à peu près tenu le... Ah, si Émilie est en train d'écrire. Tant qu'elle écrit sa question, je remercie Laurent beaucoup pour son... Merci Émilie. Pour son intervention, pour tous ces éléments qu'il a pu nous donner. Donc le replay sera disponible dans les prochains jours, le support de présentation également. On essaiera de compléter s'il manque des liens, voir ce qui manque et rajouter. Notamment pour le volet tourisme, hein, je creuserai un petit peu cette question, voir s'il y a des liens vers des ressources qu'on peut vous ajouter. Merci à Il y a le toutes et site tous. Éco-Solutions, pardon, vas-y, mais Il y a le il y a le site site Écosolutions Éco-Solutions qui est pas mal. que je vais rajouter, bien entendu. Merci à toutes et tous pour votre participation. On se retrouve pour ceux qui le souhaitent le 28 mai pour parler gestion de la fréquentation dans les espaces naturels et dispositifs saisonniers du parc, donc notamment les sentinelles et la garde régionale forestière, que vous allez être amenés à rencontrer sur le territoire durant la saison. Merci encore et puis bonne saison à tout le monde puisque que ce soit en agriculture ou en tourisme, on est en pleine activité. Donc bon courage à tout le monde et à très bientôt. Merci. Bonne fin de Merci, journée. Basile et Laurent. Merci beaucoup. Merci, au revoir.